Claude Monet, né en 1840 à Paris, est considéré comme le père de l'impressionnisme. Mais l'impressionnisme, c'est quoi au juste? Contrairement aux artistes des siècles précédents qui répondaient à des commandes, et grâce à l'évolution sociale et culturelle de la deuxième partie du XIXe siècle, les artistes deviennent indépendants et représentent ce qui leur plaît. Et ce qui plaît aux impressionnistes, c'est de peindre ce qu'ils voient. La nature, des instants sur le vif qui les émeuvent, des moments simples comme une promenade, un déjeuner, un jardin baigné de lumière. Capter les effets de la lumière sur un paysage ou un monument, voilà ce qui caractérise la peinture impressionniste, et tout particulièrement la peinture de Monet. Vous avez sans doute déjà vu cette toile. Ce sont les fameux coquelicots de Monet. Les impressionnistes ne veulent plus peindre de façon précise et académique, comme par le passé. Ils veulent traduire les effets de la lumière sur la toile par petites touches de couleur, sans contour précis. Deux mères se promènent avec leur enfant. Elles longent un champ de coquelicots qu'on devine derrière des centaines de petites taches rouges vermillon sur le fond vert de la colline, à la lisière d'une forêt. Seule la maison, à l'horizon, rappelle la civilisation. Le ciel est bleu, avec de gros nuages qui semblent en mouvement. On sent même qu'une brise légère agite les arbres. Monet a représenté sa première épouse, Camille Doucieux, et leur fils, Jean. Les traits des visages ne sont pas visibles, mais on distingue que l'enfant tient dans sa main un bouquet de coquelicots. Monet capture ici la douceur d'une promenade d'été, loin des banlieues industrielles. Un moment, une impression de bonheur. Ce champ de coquelicots dans un creux près de Giverny prouve la passion de Monet pour les fleurs, la couleur, mais aussi pour Giverny, un petit village de Normandie où il a passé 43 ans de sa vie. À Giverny, le peintre se promène de longues heures et surtout il pose son chevalet à l'extérieur de l'atelier. Car c'est dehors, dans la nature, que les impressionnistes cherchent l'inspiration. Monet s'est donc installé là plusieurs fois et il y a peint une série de toiles qui représentent toutes des coquelicots sous des lumières différentes. Ici, aucune présence humaine. Mais comme dans le tableau précédent, Monet évite soigneusement les contours. Vous voyez, les formes ne sont pas détaillées. Elles sont simplement suggérées par les coups de pinceau presque abstraits et par la juxtaposition de couleurs froides et chaudes qui s'harmonisent. Changement de décor. En 1872, Claude Monet représente une vue du port du Havre au petit matin, qu'il peint depuis la fenêtre de sa chambre d'hôtel. C'est ce qui anime Monet, rendre l'atmosphère, l'impression d'un moment, plutôt que de représenter la nature telle qu'elle est. Et c'est précisément ce tableau, connu sous le nom de « Impression soleil levant », qui a donné son nom au mouvement impressionniste. Le port du Havre est un port industriel. On aperçoit les gréements des bateaux, des grues et des cheminées d'usines qui ternissent ce petit matin de novembre. Comme les barques des passeurs, tout est esquissé sans contour, mais représenté dans une masse de couleurs. Et dans cette brume grise et froide, un soleil rougeoyant jette sur la mer ses touches de teintes chaudes. Ici encore, Monet ne mélange pas ses couleurs sur la palette, mais directement sur la toile, en juxtaposant des touches de couleurs contrastées. Voici un autre amoureux de la couleur, Paul Cézanne. Paul Cézanne est né en 1839 à Aix-en-Provence, dans une famille aisée. Après son baccalauréat, il part étudier la peinture à Paris, où il fait la connaissance de Monet et surtout de Camille Pissarro. Dans la capitale, le jeune Cézanne passe de longues heures au Louvre, où il recopie les œuvres des peintres baroques Velázquez et Rubens, mais aussi celles des romantiques et des réalistes. Influencé par son ami Pissarro, Cézanne commence à quitter son atelier pour peindre à l'extérieur. Il compose ses premières peintures impressionnistes, mais rejeté par la critique et par les salons qui refusent d'exposer ses toiles, il quitte Paris et retourne s'installer en Provence.
une Provence qu'il ne se lassera jamais de peindre. C'est précisément à Aix-en-Provence que se trouve ce petit café où Cézanne peint les joueurs de cartes. Un café sans doute modeste où deux hommes semblent très concentrés sur leur jeu. Ce sont deux paysans que le peintre connaît et qui se retrouvent au café, un lieu en pleine expansion au XIXe siècle. Sur la table trône une bouteille de vin qui marque le centre de la toile. On ne perçoit aucun mouvement. Les joueurs sont comme figés sur leurs chaises. Les proportions et la perspective ne sont pas respectées. Le peintre a ici travaillé avant tout la couleur. Regardez la façon dont il a juxtaposé les bruns, les rouges, les ocres, à tel point qu'il est presque impossible d'isoler une seule couleur. Le tout se mêle en une harmonie qui laisse une impression de calme et de sérénité. Un instant volé comme une photo, le temps d'immortaliser une partie de cartes. Dans des tons complètement différents, voici Les Grandes Baigneuses. Cette œuvre et les deux autres versions qu'il en a réalisées sont les dernières avant sa mort. Toutes nous révèlent une scène paisible où des femmes nues se détendent au bord d'une rivière. Le peintre a représenté les corps sans modèle. Les formes de chacune d'elles sont le fruit de son imagination, de ses souvenirs. Elles ne portent aucun bijou et n'ont laissé traîner aucun vêtement qui aurait pu nous renseigner sur leur origine ou leur classe sociale. Leur visage sans visage ne révèle aucune expression. Et pourtant, elles semblent sereines. Leur corps absorbe la lumière dorée du soleil et reflète le bleu du ciel. Cézanne semble nous dire que les femmes ne sont pas simplement posées dans la nature, mais qu'elles lui appartiennent, qu'elles forment un tout avec les éléments. La nature, toujours, passionne Paul Cézanne. Pour lui, la peinture doit être en relation avec la nature. Aux côtés des très nombreux paysages, Cézanne a donc aussi mis en valeur des fruits, et surtout des pommes, comme dans cette nature morte intitulée « La corbeille de pommes ». Plus de 30 pommes sont disposées sur cette table en bois, à côté d'une assiette de biscuits et d'une bouteille. La plupart sont dans une corbeille posée en déséquilibre sur un livre. Les autres ont roulé sur une nappe froissée. La pomme est un fruit robuste et rond qui permet à Cézanne de transposer la nature dans son atelier et de lui rendre hommage en juxtaposant des couleurs vives, comme ici le rouge, le vert et le jaune. Mais la pomme est aussi le fruit défendu du péché originel, le fruit de la discorde qui a déclenché la guerre de Troie. Pour le peintre, elle est le symbole de l'éternel féminin. Voici Alfred Sisley. D'origine anglaise, Alfred Sisley passe toute son enfance en France, où son père possède un négoce. Aux Beaux-Arts, il fait la connaissance de ses amis impressionnistes, Claude Monet et Édouard Manet. Comme eux, il affectionne les paysages, et surtout la campagne, où il aime peindre en plein air les effets de la lumière sur l'eau, les reflets du soleil d'hiver sur la neige, et les changements de saison, qui inspirent la quasi-totalité de son œuvre. La barque pendant l'inondation Port-Marly est considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de Sisley. Ici, le peintre témoigne d'un événement historique, la crue de la Seine de mars 1876. L'eau a envahi les rues de Paris, mais aussi celles des communes alentours, où les habitants ne peuvent se déplacer qu'en barque. Sisley place la maison du marchand de vin dans un angle, pour laisser une large place au ciel et à l'eau qui semble filer jusqu'à l'horizon, au-delà de la rangée d'arbres dénudés. Pour figurer la partie inondée, il juxtapose de larges touches de peinture au ton léger,
À l'inverse, les traits de la maison sont très précis, comme pour exprimer sa solidité et sa stabilité par rapport au mouvement fuyant de l'eau qui peut se retirer à tout moment. Sisley s'est approché en barque lui aussi, pour capter toute la poésie de ce paysage après l'orage. Le soleil est revenu et semble avoir transformé la masse d'eau en miroir, où se reflète l'ensemble du paysage et l'espoir après la catastrophe. Et voici la terrasse de Saint-Germain Printemps, que Sisley a peinte en 1875. Ce tableau présente une vue panoramique de la vallée de la Seine, saisie dans la lumière encore timide du printemps. La campagne semble infinie. Comme souvent, Sisley ouvre son paysage sur le lointain. Pourtant, ce panorama ne dévoile pas seulement la beauté de la nature. Il nous raconte une scène quotidienne du Pec, ce village qui s'étale sur le coteau, au pied de Saint-Germain. Celle aussi d'un paysage en mutation, où la modernité s'est installée. Comme vous le voyez, on distingue les remorqueurs à vapeur qui tirent les barges sur la Seine et le pont ferroviaire. Le Pec est alors un port marchand très actif. C'est aussi le terminus de la première ligne de chemin de fer française. Sur les bords du fleuve, Sisley a représenté le château de Saint-Germain-en-Laye, une ancienne résidence des rois de France, alors qu'au premier plan, des hommes et des femmes travaillent au verger ou dans la vigne. Comme toujours, Sisley nous livre une impression de calme et de sérénité, malgré l'agitation de la vie quotidienne. Enfin, nous voilà dans l'hiver de Sisley. Effet de neige à Louvciennes est une œuvre de 1874. Alfred Sisley vit alors à Louvciennes, tout à côté de ce sentier où il a posé son chevalet. Comme ses amis impressionnistes, il est fasciné par la neige pour la qualité unique de sa lumière, qui change au gré du temps et de l'heure. Ici, c'est une journée d'hiver radieuse. La majeure partie de la toile est consacrée à l'étendue de neige et au ciel intense qui lui offre ses teintes douces et bleutées. Sisley a ajouté de petites touches de noir parsemées çà et là qui indiquent que le soleil fait fondre le manteau neigeux par endroits, avant probablement le retour des gelées à la tombée de la nuit. Le soleil éclaire une maison de ses tons rosés, et sur le sentier, 3 personnes s'éloignent, tandis qu'un homme aux joues rouges vient de les croiser. Même si on distingue peu leurs traits, leur présence confère à cette scène de neige une atmosphère vivante, à laquelle la douceur des couleurs apporte toute sa poésie. Avant de se retrouver pour un nouvel épisode consacré à l'impressionnisme, pourquoi ne pas faire un petit tour au musée ?